Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Bonjour à tous, respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on vous emmène sur les traces de l'un des plus grands explorateurs français qui avait horreur du froid, de la neige, de la glace et du vent et qui a pourtant passé une grande partie de sa vie à arpenter les pôles. Cet aventurier, c'est Paul-Émile Victor, un personnage que mes invités connaissent bien, même si tous ne l'ont pas rencontré. Jérôme Chaplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, qui est basé à Brest. Vous avez longtemps travaillé à Grenoble, au laboratoire de glaciologie de Grenoble. Vous aviez une trentaine d'années quand Paul-Émile Victor est décédé. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le croiser? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le croiser. Et il se trouve que mon mentor, qui a été directeur du laboratoire de glaciologie, Claude Lorius, l'a très bien connu. La naissance même de notre institut, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, est due à Paul-Émile Victor lui-même et puis Claude Lorius, qui ont réussi à convaincre tous les deux le gouvernement français de créer cet institut. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais pour moi c'est un personnage important parce que quand j'étais adolescent, Paul-Émile Victor avec ses collègues qui étaient à l'époque Haroun Tazieff, Louis Le Prince-Ringuet, Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau, créait une espèce d'éveil à la nature, un éveil à l'environnement. Et moi, j'étais passionné de volcanologie à l'époque. J'écoutais les paroles d'Haroun Tazieff comme des paroles d'évangile. Et donc, j'avais écho de Paul-Émile Victor qui avait créé ce mouvement assez extraordinaire de personnages connus du grand public à l'époque, qui étaient des vrais passeurs d'informations, des passeurs de messages, et qui vivaient une aventure absolument extraordinaire au contact de la beauté de la nature. Alors, en face de vous, Stéphane Dugas, vous aussi, vous le connaissez bien, Paul-Émile Victor, même si vous ne l'avez pas non plus rencontré. Vous lui avez consacré un documentaire qui est sorti il y a quelques mois pour la télévision. Vous avez même écrit sa biographie il y a quelques années, que j'ai là, aux éditions Robert Laffont. Vous l'avez coécrit avec Daphné Victor, qui n'est autre que sa fille. Voilà. Et Paul-Émile Victor, effectivement, je n'avais pas eu la chance de le rencontrer. Il a baigné mon enfance. Je suis né en 1974. Donc moi, j'ai plutôt connu l'image de cet explorateur au visage buriné, aux cheveux blancs et aux paroles sages qui vivait sur un îlot quelque part dans le Pacifique. Et en 2006, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de marcher dans ses pas au Groenland pour voir ce qu'étaient devenus les Esquimaux, qu'on appelle les Inuits. Et au contact de cet explorateur, j'ai appris plein de choses sur la nature, sur les glaces, sur les sciences, sur la littérature, sur le dessin. Bref, j'ai eu la chance, et je me suis donné cette chance de côtoyer un grand explorateur. Alors, si on a la chance de vous avoir aujourd'hui pour parler cet explorateur célèbre, c'est à l'initiative de Stéphane Dignat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du club alpin Grenoble-Isère. Et vous, à la différence de mes deux autres invités, vous l'avez côtoyé, Paul-Émile Victor. Et oui, un petit peu. J'ai collaboré avec lui dans les années 90, où je me suis occupé de ses relations publiques, de ses conférences, de l'édition de ses livres. Alors, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et pareil, comme Jérôme, comme Stéphane, j'ai été bercé par cette génération d'explorateurs. Et j'ai créé l'opportunité pour le rencontrer. Puis les choses se sont faites comme ça. Avec effectivement la chance de vivre presque une année sur son îlot à Bora Bora, qui a été une année j'étais attiré par ce côté Robinsonade, mais une année d'enseignement auprès d'un homme qui m'a beaucoup appris. Alors c'est vrai que ce nom, 25 ans après sa mort, évoque toujours un parfum d'aventure, un parfum de découverte, Stéphane Dugas.
Je le disais en introduction, il n'aimait pas le froid, il n'aimait pas la neige, il n'aimait pas la glace ni le vent. C'est une légende ou c'était la réalité? C'est Paul-Émile. Paul-Émile, c'est quelqu'un qui... Très contrasté. Qui va vulgariser, qui va être ce merveilleux explorateur qui vient vous raconter des merveilleuses histoires et qui va faire partie de cette époque où, grâce à la télévision, au départ la radio, grâce au film, c'est à la fois un vulgarisateur formidable, un scientifique. Alors il le prouvera très tardivement dans sa vie pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. En tout cas, on le raconte dans la biographie coécrite avec Daphné. Et c'est surtout un passeur d'histoire. Il va avoir des héritiers. C'est Nicolas Hulot, c'est Jean-Louis Etienne et c'est d'autres maintenant. Et Paul-Émile Victor savait bien parler, savait séduire, avait ce regard bleu acier qui vous saisissait et surtout avait cette voix. Il y avait, je dirais même, moi je parle d'un Clark Gable polaire. Et Paul-Émile Victor savait raconter les histoires. Et moi j'ai retenu cette phrase: j'ai horreur du froid. Alors est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Il y a une partie de vrai, il y a une partie de théâtre, mais moi j'adore ce personnage. Bon, on va l'écouter quelques secondes, pas nous raconter une histoire, mais nous livrer sa vision du monde à l'époque, il y a plus d'une trentaine d'années. Nous pensons surtout à la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que, on l'a suffisamment dit, si on ne s'y met pas tous, d'une part, si on ne fait pas un effort plus grand et plus rapide dans l'ensemble du problème de l'environnement de l'homme, c'est-à-dire les pollutions et bien d'autres choses encore, nous risquons effectivement, d'ici 25 ans, d'avoir atteint un point de non-retour et par conséquent d'être dans un environnement qui sera tout juste vivable. Jérôme Chaplin, c'était... alors aujourd'hui, ce discours, on l'entend, on va dire, pratiquement tous les jours. Là, il y a 30 ou 35 ans, c'était un des précurseurs à nous alerter sur les dérives du monde. Je pense qu'on doit énormément à ces personnages qui ont été capables effectivement d'éveiller les consciences très très tôt sur les problématiques d'environnement, à l'époque où on en parlait extrêmement peu. À la fin des années 70, c'était quoi les sujets? C'était les pluies acides. Il y avait des problèmes de retombées d'acide qui détruisaient des forêts. C'était assez régional. Ce n'était pas une problématique vraiment globale. Et puis l'éveil des consciences, il s'est fait probablement dans les années 80 avec le trou d'ozone. L'apparition de ce phénomène finalement planétaire qui touchait l'ensemble d'un continent, dont la démonstration des causes liées à l'activité humaine était évidente. Ça, c'est arrivé plus tard. Et donc l'immense mérite de personnages comme Paul-Émile Victor ou Haroun Tazieff ou d'autres qui ont fait partie de ce club de pionniers, ça a été d'éveiller les consciences sur le fait qu'on est sur une planète unique, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, et qu'il faut en prendre soin. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que tout le monde en est conscient. Je pense que plus personne aujourd'hui ne remet réellement en question la problématique du changement climatique, la problématique de la perte de biodiversité. Ça nous affecte tous, mais il faut bien se reprojeter dans les années 70, il y a donc pratiquement 50 ans. À l'époque, tout le monde s'en fichait. Stéphane Dugat évoquait tout à l'heure la personnalité de Paul-Émile Victor, vous qui l'avez côtoyé. Alors c'était un chef d'expédition. Est-ce qu'il avait un caractère un peu compliqué pour ses collaborateurs? Moi, je l'ai connu à une période où il était retraité de sa vie de directeur, fondateur des expéditions polaires françaises. Donc c'était un contexte assez particulier. Mais derrière... Le vieil homme qui vivait en Paréo à Bora Bora, on sentait toujours ce caractère très fort, affirmé, mais avec un côté peut-être un petit peu adouci, affectueux, avec l'âge peut-être. Mais effectivement, quelqu'un qui avait cette habitude de manager, d'aller pousser les portes des ministères pour aller chercher des fonds. Et je sais que jusqu'à ces derniers mois de son existence, il avait encore la capacité à la fois d'attirer beaucoup de monde qui venait trouver un conseil, une recommandation, une sagesse auprès de lui, et la capacité encore de se manifester pour défendre des sujets importants. Une vraie personnalité qu'on évoque aujourd'hui et qui est encore très, très présent, j'allais dire, dans la mémoire collective. À la base, il était ethnologue, Paul-Émile Victor. On disait qu'il est devenu scientifique sur le tard. Non. Il est vraiment scientifique, il est ethnologue. Il étudie des peuples, les Esquimaux. Il choisit les Esquimaux. On est au début des années 30. Et pour
Je veux dire, pour la première fois dans l'histoire des sciences modernes, on considère les indigènes, on va utiliser un mot qui à l'époque avait lieu, pratiquement d'égal à égal. C'est-à-dire qu'on va aller vivre chez les Esquimaux, on va aller vivre comme les Esquimaux, on va interroger les Esquimaux, on va aller faire du kayak avec les Esquimaux, on va aller chasser le phoque avec les Esquimaux. Et plusieurs événements vont concourir, notamment la Seconde Guerre mondiale, à la perte de ces carnets d'ethnologues. Donc, on disait à l'époque ethnographe. Et donc, pendant ces années où Paul-Émile Victor va revenir dans la France d'après-guerre et créer les expéditions polaires françaises qui deviendront l'Institut polaire Paul-Émile Victor, donc ces expéditions à vocation d'exploration de sciences dites dures, de glaciologie, etc., Paul-Émile Victor va être complètement oublié comme ethnologue, va être un organisateur, un vulgarisateur. Les mauvaises langues diront que ce sera même un battleur, ce sera quelqu'un qui passera plus de temps à la télévision que sur le terrain. Alors, il y avait une partie de vrai, mais une partie de faux. Et c'est quelqu'un, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, qui a été chercher des financements, qui a permis aux scientifiques d'aller sur la glace. Alors, il avait ce pouvoir de séduction, il savait faire des conférences, il savait séduire le grand public, mais il savait aussi séduire les politiques. Et c'est ce battleur, finalement, qui a permis à la France d'être une nation polaire et qui le prouve encore aujourd'hui et demain. Et Paul-Émile Victor, pour compléter ce qu'a dit Stéphane, c'était un vrai chef chez les scouts. Il a été formé chez les scouts. Donc, c'était un bon chef scout. Mais quand on est à la tête des expéditions polaires, et c'est pas Jérôme qui va me contredire, là on n'est plus un chef scout, on est un vrai chef, il faut trancher parfois, et même des fois faire peut-être un petit peu mal à certaines personnes, et Paul-Émile Victor avait un petit peu de mal dans cette dualité, mais néanmoins, on vient de le dire, on l'a évoqué, dès les années 60, et dès les débuts des années 70, il va avoir conscience de cette nature, qu'on n'a pas de plan B, effectivement, qu'il n'y a qu'une planète, et qu'il faut faire quelque chose, et pour la première fois avec Tazieff aussi, avec Jacques-Yves Cousteau, avec des gens comme ça, ils vont avoir une écologie, on disait pas le mot encore, qui va être à la fois théorique mais aussi pratique, avec des actions, notamment sur l'eau du robinet, notamment avec Alain Bombard sur les boues rouges à Gardanne. Ça nous rappelle quelque chose parce que ça a duré pendant et ça dure toujours. Et donc Paul-Émile Victor, c'est un petit peu ces 1001 facettes. Alors là, on voit des images de ses premières expéditions, notamment, je crois que ça a été d'abord au Groenland. Il a été aussi le premier à avoir l'idée de construire une base en Antarctique, cette fois au pôle Sud. En fait, il fait sa Seconde Guerre mondiale chez les Américains comme conseiller polaire, arctique, et chez les Américains, il découvre tous les moyens modernes. Donc, c'est tous les moyens les bateaux, les avions, les véhicules, les chenillettes qu'on voit à l'écran. Et il va décider d'appliquer ça aux sciences, puisque l'expédition polaire à la grand-papa, c'est fini. Alors, jusque-là, on faisait des expéditions avec des traîneaux, avec des chiens comme on pouvait. On avait du mal à durer sur les deux calottes glaciaires que sont le Groenland et l'Antarctique. Et Paul-Émile Victor va impulser un vrai mouvement. Alors, il va se faire aider parce qu'au départ, lui, il est vraiment sur le Groenland. Et puis, il y a 3 jeunes gens qui viennent le voir en lui disant il y a un truc à faire en Antarctique, où la France n'est pas retournée depuis un siècle d'ailleurs, parce que depuis Dumont d'Urville, 1840, on n'y était pas retourné. Et là, Paul-Émile Victor va avoir ce sens des opportunités, pour ne pas dire cet opportunisme, de vouloir créer une base française en Antarctique. Et ça va être la base du Mont d'Urville, en hommage justement à cet explorateur du 19e siècle, Dumont d'Urville, qui aurait été le premier, en tout cas occidental, à poser le pied sur le continent antarctique. C'est Conquête des pôles à l'époque, Jérôme Chaplaz, c'était un des derniers espaces du globe qui n'était pas encore, on va dire, connu de l'homme. Oui, il faut se projeter à l'époque, en 1947, création des expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor. Donc on sort de la Deuxième Guerre mondiale, une tragédie qui n'a pas besoin de décrire plus que cela. Et en même temps, des personnages qui étaient en partie des résistants, des gens qui avaient investi leur vie et leur énergie dans ce combat terrible. Une soif de découverte, une soif d'aventure, une soif de découvrir effectivement les dernières limites de la planète. Et les pôles, à l'époque, en constituaient encore. Il faut bien se projeter à l'époque où Paul-Émile Victor hiverne au Groenland. Il y a la présence des Occidentaux à l'époque, c'était absolument exceptionnel. L'Antarctique, à l'époque, il y a eu les premiers découvreurs au XIXe siècle, avec effectivement l'amiral Jules Dumont d'Urville, qui s'est rendu en Terre Adélie et qui a posé le pied le premier. Et ensuite, on a pratiquement traversé 80 ans sans qu'il se passe quoi que ce soit. La France, en 1934, a revendiqué la propriété de la Terre Adélie. C'était essentiellement une volonté politique, de dire ce territoire, on doit le revendiquer, il nous appartient. Et c'est seulement en 1959, après l'année géophysique internationale, qui a été un élan scientifique absolument inouï, qui a couvert les années 57 et 58, que les nations, investissant le continent antarctique, a décidé d'en faire un territoire dédié à la paix, dédié à la science. En fait, une espèce d'invention diplomatique absolument inouïe, parce que si aujourd'hui, on devait faire en sorte que 7% de la surface de la planète, 7%, n'appartiennent à personne, que les possessions soient gelées, et que ces territoires soient dévoués à la science et à la paix,
on n'y arriverait pas. Oui, ça paraît utopique aujourd'hui. Ça paraît complètement utopique aujourd'hui. Ça a pu se faire à cette époque. Les images qu'on a vues des expés des années 50, on en voit d'autres. Aujourd'hui, la conquête, les expéditions polaires, ça a complètement changé, ou il y a toujours cet esprit un peu d'aventurier qu'il pouvait y avoir à l'époque? Il y a toujours un côté aventure. On se rend dans des territoires qui demeurent difficiles pour l'homme. Les images en parlent d'elles-mêmes. On est dans des milieux qui sont isolés. On doit déplacer les véhicules. On le voit avec les images à l'instant, dans des conditions qui sont difficiles. Là, il fait beau, mais de temps en temps, il y a des tempêtes, il y a du blizzard, il fait froid. Aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes conditions. Le terrain n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la proximité, on va dire, virtuelle. C'est-à-dire qu'on a des téléphones satellites. À l'époque, il n'y avait aucun contact. La seule possibilité de contact qu'on avait, c'était des téléx, avec quelques mots. Donc on n'était pas en mesure d'avoir des secours rapidement sur place pour aider une équipe. La notion d'autonomie est extrêmement forte. Aujourd'hui, cette notion d'autonomie, elle perdure dans les stations de recherche en Antarctique, puisque les personnes que l'on laisse sur ces stations pour des hivernages sont coupées du reste du monde pendant typiquement 8 mois. Stéphane Dugas, certaines expéditions de Paul-Émile Victor ont mal tourné. Hein. C'est pas toujours passé de façon très sécure. Non, Jérôme vient de nous le dire, vous êtes dans des univers qui, par excellence, sont des univers propices où la vie et la mort sont très très proches. Paul-Émile Victor a géré au départ ses expéditions vraiment comme un chef scout, comme un chef de bande, avec cet esprit d'entreprise, avec ces résistants qui arrivaient et qui avaient envie d'insuffler leurs idéaux. Et pour construire, quel formidable idéal de construire cette utopie, je trouve qu'il y a une très belle utopie l'Antarctique. Et néanmoins, Paul-Émile Victor, sur la calotte glaciaire, vous avez des crevasses, vous avez des failles, et est arrivé un jour l'inévitable, la mort de compagnons, qu'il a fallu gérer ça. Donc de chef boy scout, vous devenez chef et vous devez annoncer à une famille qu'il y a des décès. Vous devez gérer ce risque, mais c'est un risque qui est inhérent à ces aventures, en plus avec des moyens de télécommunication qui n'étaient pas du tout ceux qu'on a à l'heure actuelle. Et j'allais dire que Paul-Émile Victor a dû façonner ces paradoxes, se construire et se nourrir de tout ça, transcender tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ces décès, malgré d'autres décès qui arriveront plus tard, mais ils sont finalement très peu, vraiment très très minoritaires. Et par rapport au risque couru, on peut dire que c'est quand même c'est minoritaire. Et Paul-Émile Victor va réussir à transcender tout ça et à faire que cet outil perdure et continue de perdurer aujourd'hui. Et je pense que là, l'héritage de Paul-Émile Victor est quelque chose d'impactant et de fort, parce qu'aujourd'hui, si la France est une nation polaire grâce aux glaciologues, grâce aux logisticiens qui se succèdent, qui se sont succédés, et c'est une toute petite famille, les polaires qui pendant longtemps ont prêché dans le désert, parce que les glaces, qu'est-ce qu'on avait à faire des glaces dans les années 50, 60, 70, et maintenant on sait que les glaces contiennent le climat de notre planète, que les glaces nous renseignent sur l'état de cette planète, et maintenant on parle de la fonte, de la banquise, et c'est devenu quelque chose très tendance, très, très à la mode, mais ça on le doit à ces pionniers, puis aussi à ceux qui le font aujourd'hui et ceux qui le feront demain. Donc le passé éclaire le présent et le futur, et moi ça j'adore. Pour aller sur ces territoires, il fallait des compétences techniques, peut-être un peu de montagnard. C'était un montagnard dans l'âme, Paul-Émile Victor. Il était originaire du Jura. Alors, ce sont des petites montagnes par rapport aux nôtres, Stéphane Dignat. Oui, né à Genève, mais vivant à Lons-Saunier dans le Jura. Alors, comme le disait Stéphane tout à l'heure, il a été scout et il s'est beaucoup formé à ce futur métier d'explorateur, d'ethnologue d'explorateur, de cette manière-là. Alors, montagnard, pas vraiment, mais je pense que dans ces équipes, il y avait des gens qui étaient issus de nos territoires. On peut lui reconnaître quand même d'avoir effectué en 1938 un raid transalpin entre Nice et Chamonix, en traîneau à chien, avec un compagnon d'expédition, Michel Pérez. Donc il est certainement passé pas très loin de Grenoble. Et ce raid a permis à l'armée des Alpes d'éprouver un petit peu des techniques de déplacement dans les Alpes, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Stéphane Dugas évoquait le côté tendance aujourd'hui des recherches, notamment en Antarctique. Vous n'allez pas me dire le contraire, Jérôme Chapelain, en tant que glaciologue. Vous dirigez donc l'Institut polaire français. C'est quoi son rôle, justement, dans ces missions de recherche? Alors, cet institut, déjà, resituons dans le paysage. 1947, Paul-Émile Victor crée les expéditions polaires françaises.
Elles ont perduré jusqu'en 1992. Et en 1992, le gouvernement a décidé de les transformer en l'Institut, que j'ai le privilège de diriger aujourd'hui, qui a réuni d'une part les expéditions polaires françaises avec ses spécificités des connaissances de l'Arctique et de l'Antarctique, avec la mission recherche des terres australes et antarctiques françaises. Ces terres australes et antarctiques françaises, c'est une collectivité territoriale qui administre des îles qui sont au milieu de l'océan Indien. Donc on n'est plus vraiment dans le contexte antarctico-arctique, mais on est quand même dans un environnement très isolé, où il y a des questions scientifiques majeures à gérer. Et donc on a créé cet institut, regroupant à la fois l'Arctique, les îles subantarctiques et l'Antarctique. Et sa mission, c'est d'organiser les recherches dans ces territoires. Un chercheur qui veut conduire des recherches en Groenland, par exemple, au cœur de l'Antarctique, ne peut pas s'y rendre tout seul. Il faut faire en sorte de lui fournir des infrastructures qui rendent l'espace habitable. Il faut faire en sorte de pouvoir l'emmener, le faire vivre, transporter son matériel. Et tout ça, c'est la mission de l'Institut, qui est en fait un groupement d'intérêt public. Donc c'est une agence gouvernementale dont les administrateurs sont essentiellement le ministère de la Recherche, le ministère des Affaires étrangères, le CNRS, et puis il y en a d'autres que je pourrais lister, mais on ne va pas prendre le temps pour ça. Bon, en tout cas, c'est effectivement une logistique importante d'aller dans ces contrées éloignées pour faire avancer la recherche. On parlait de la base du Mont d'Urville, qui est un des sites du pôle Sud, on va l'appeler comme ça, l'Antarctique. Ça, c'est le bateau polaire français. Il y a des moyens quand même importants qui ont été mis depuis quelques années. Oui, les moyens importants, c'est un navire ravitailleur, donc on opère avec la Marine nationale. C'est un partenariat assez étonnant entre la Marine nationale qui arme le navire, les terres australes et antarctiques françaises qui en sont propriétaires, et l'Institut polaire français Paul-Émile Victor qui en est l'autorité d'emploi lorsqu'il faut organiser la logistique. Donc le matériel qu'on emmène en Antarctique, on l'emmène depuis l'Australie, depuis la Tasmanie, avec ce navire ravitailleur que l'on fait voyager à 5 reprises durant l'été austral, donc en gros du mois de novembre jusqu'au mois de mars, entre la base du Mont d'Urville, notre pied-à-terre, on va dire, sur la côte antarctique, et la ville de Hobart en Tasmanie. Bon, les images qu'on voyait, c'était la base Concordia, qui est un autre site, un peu plus dans les terres, si je peux m'exprimer comme ça, mais même s'il y a beaucoup de glace. C'est une station exceptionnelle qui a été créée, pareil, à l'initiative de Paul-Émile Victor avec Claude Lorius à l'époque. 1993, décision du gouvernement. Avec le gouvernement italien, on décide de créer une station de recherche au cœur du continent antarctique. Ce sera que la 3e. La première, c'était la station Amundsen Scott, opérée par les Américains au pôle Sud. La deuxième, c'était la station Vostok, opérée par les Russes, également au cœur du continent. Et là, on est projeté à 1100 km à l'intérieur des terres, 3200 mètres d'altitude. On est vraiment dans un environnement extrême. Température moyenne sur l'année, moins 55 degrés Celsius. Des températures qui descendent à moins 80 degrés pendant l'hiver. Et on fait en sorte d'y conduire de la recherche en astronomie, en glaciologie, physique et chimie de l'atmosphère, et même biomédecine, puisqu'on a un partenariat avec l'Agence spatiale européenne afin d'étudier le comportement des humains, à la fois sur le plan physiologique et psychologique, en anticipation des futures missions sur Mars. C'est le meilleur analogue qu'on a sur Terre avec cette station Concordia. Vous trouvez des candidats pour aller travailler dans des conditions aussi idéales ? Alors, ça dépend. Pour de la science, on trouve relativement facilement des candidats. En revanche, pour les métiers techniques, ceux qui servent en fait à faire fonctionner la station. Donc on a besoin de plombiers, on a besoin de chauffagistes, de spécialistes de moteurs diesel, d'électrotechniciens. C'est plus difficile parce qu'il faut être prêt à accepter d'être coupé de sa famille pendant 14 mois dans un environnement, comme je le disais, qui est extrêmement exigeant et de vivre en quelque sorte dans une station spatiale internationale qui s'est posée sur Terre. Alors, est-ce que le buste de Paul-Émile Victor est toujours présent ? J'ai vu dans le documentaire de Stéphane Dugas qu'il avait sa statue. On la voit là. Elle existe toujours ? Bien sûr, elle est toujours là, au cœur de la station. Bon, il avait l'air content quand même sur cette séquence. C'est Paul-Émile, il cabotine un petit peu. Il dit ça fait bizarre d'avoir son buste ici. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais je pense qu'au fond de lui-même, il en est très fier, très content. Mais au-delà de sa fierté, ce qui moi je retiens, c'est que là, il a 80 ans, et l'année de ses 80 ans, il va faire 2 rêves. Il va retourner sur la base du Mont d'Urville, donc en Antarctique, et précédemment, il va aller au pôle Nord accueillir un jeune explorateur qui s'appelle Nicolas Hulot et qui vient de faire une traversée en ULM avec Hubert de Chévigny. Et Nicolas Hulot l'a convaincu d'être le parrain. Il l'a pris au mot quand Paul-Émile Victor lui a dit « C'est bien d'être votre parrain, mais j'aimerais bien vous accueillir à l'arrivée. » Et malgré ses ennuis de santé, à 80 ans, il va aller pour la première fois sur le pôle Nord géographique, le Grand Clou, comme l'appellent les Esquimaux. Il n'était jamais allé de sa carrière. Il est allé au Groenland, il avait fait des survols, mais il n'était jamais allé au pôle Nord. Et je trouve qu'à 80 ans, un explorateur et cette coquetterie d'aller à la fois sur le Grand Clou et à la fois de retourner à du Mont d'Urville, c'est la classe. Stéphane Digna, vous étiez à l'époque sur cette dernière année de vie, vous étiez avec lui ? Oui, sur son îlot à Bora Bora.
Oui, la dernière année, 94, 95. Il est décédé le 7 mars 95, donc tout juste 25 ans. On parlait de ces déserts glacés. Ils ne sont pas déserts pour tout le monde. Il y a quand même une faune importante, même en Antarctique. Jérôme Chapelain, vous l'étudiez ou ça fait partie du décor? Bien sûr, pour l'instant, on a beaucoup parlé de glaciologie, mais la science en Antarctique et en Arctique également, ce n'est pas que de la glaciologie. Il y a une vie particulière. Il y a des espèces qui se sont adaptées à cet environnement. Alors, quand on va au cœur du continent antarctique, vous ne trouverez rien, à part des humains. Quelques humains qui se remplacent au bout de quelques mois. En revanche, sur la côte, on a effectivement les fameux manchots empereurs. Les manchots empereurs qui se sont adaptés et qui sont la seule espèce vivant pendant l'hiver austral sur la côte du continent antarctique. C'est là qu'elle se reproduit. Et puis on a également les manchots adélie, on a les pétrels géants, on a les phoques de Weddell, on a les léopards de mer qui sont des phoques très impressionnants. Il vaut mieux pas trop s'en approcher de trop près quand on voit la taille des dents. Mais il y a effectivement cette vie et c'est un des enjeux de la science dans ces paysages et dans ces environnements-là, c'est la capacité qu'ont les espèces qui se sont adaptées à ces environnements-là à s'adapter à un environnement qui change. Parce que les pôles sont en plein changement aujourd'hui. Tout le monde le sait et c'est bien pour ça qu'on en parle beaucoup des pôles aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs une expédition cette dernière semaine menée avec des glaciologues grenoblois pour voir justement l'impact du réchauffement climatique sur la calotte glaciaire de l'Antarctique. Oui, c'était le projet EAST que mon collègue Joël Savarino de l'Institut des géosciences de l'environnement a eu le privilège de coordonner. On revient finalement à cette époque bénie des grandes expéditions. C'était véritablement une expédition, c'était aller là où l'homme n'avait jamais mis le pied, entre la station Concordia et la station Pôle Sud, un parcours de 1300 km dans des territoires vierges. Et l'objectif scientifique principal, c'était de déterminer si cette partie de l'Antarctique, aujourd'hui, voit de la neige s'accumuler en plus grande quantité ou au contraire en moins grande quantité. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est le niveau des mers. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que la neige qui s'accumule en Antarctique, petit à petit, elle s'écoule avec le glacier et elle arrive à la côte pour produire des icebergs. Et on est dans un cycle virtuel qui fait que normalement, le niveau des mers n'évolue pas. En revanche, quand l'Antarctique commence à larguer plus d'icebergs, ce qui se produit aujourd'hui, on augmente le niveau des mers. Et ce niveau des mers peut être en partie compensé par le fait qu'il y ait plus de neige qui précipite à l'intérieur du continent antarctique. Et donc, c'était ce que cette expédition allait contrôler. Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, il y a plus de neige qui s'accumule? On aura les résultats dans quelques mois. J'allais vous les demander, je pensais les avoir. Non, ils ont conduit un travail fantastique. 900 mètres de carottes de glace cumulées, obtenues le long de ces 1318 km de parcours. Et les analyses vont commencer à Grenoble dans quelques mois. Bon, ce qu'on est sûr en tout cas, c'est que le bilan de masse de nos glaciers, ici dans les Alpes, où les skieurs du club alpin français vont régulièrement, eux, ils sont en train de périr, en train de péricliter. Les glaciers de montagne, à quelques rares exceptions près, qui sont liées au fait qu'il y a certains endroits, plus de précipitations, fait que le glacier grossit et la température ne fait pas encore qu'il diminue, mais c'est extrêmement sporadique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, l'immense majorité des glaciers perdent de la masse de manière absolument considérable. Mes collègues de l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble considèrent qu'en dessous de 3500 mètres, plus aucun glacier n'existera à l'horizon de la fin du XXIe siècle. Ça, c'est une évolution qui est inéluctable. Même si on stabilisait le réchauffement climatique à plus 2 degrés Celsius, je rappelle qu'aujourd'hui, on est déjà à plus 1 degré et qu'on prend la direction de plus 1,5 degré dans peu de temps. De toute façon, ces glaciers sont condamnés. Alors, fort de ce constat, vous avez lancé il y a 3 ans, je crois, un projet, Ice Memory, dont on avait parlé d'ailleurs à Télé Grenoble sur les premières expéditions. Vous aviez fait un premier forage au sommet du Mont Blanc, ce sont les images qu'on voit. C'est quoi la philosophie de ce projet? C'était juste un petit peu en dessous du sommet, c'était au col du Dôme, à 4300 mètres d'altitude. Eh bien, en fait, on est parti du constat que ces glaciers disparaissent, et ces glaciers, pour nous, glaciologues, c'est une matière première absolument unique. Ce sont des livres d'histoire, ce sont des couches de neige qui s'accumulent année après année et qui enregistrent les paramètres de la planète, le climat, la composition de l'atmosphère, l'histoire de la planète littéralement. Ces livres, on a commencé à les décrire, à comprendre la science qu'il y avait à l'intérieur depuis seulement quelques décennies. Et on sait que la science, c'est une évolution perpétuelle. Les technologies évoluent, les idées scientifiques évoluent. En revanche, la matière première, aujourd'hui, elle est condamnée. Donc notre responsabilité avec Ice Memory, c'est de faire en sorte qu'un petit peu de ces glaciers qui sont condamnés à disparaître à tout jamais de la surface de la planète, on puisse la collecter et la mettre en sûreté en Antarctique pour les générations futures, de manière à ce que dans plusieurs décennies à plusieurs siècles,
les scientifiques disposent d'un tout petit peu de matière première qui puisse permettre de continuer d'écrire cette histoire de la planète par l'analyse des carottes de glace. Ah, ces carottes de glace qui ont été prélevées, je crois que pour l'instant, elles sont encore ici Elles sont en à Isère. Grenoble, elles sont au Fontanil. On a effectivement un stockage au Fontanil pour alors 2 forages, celui du col du Dôme réalisé en 2016 et puis celui du Nevado et Limani en Bolivie réalisé en 2017. Et nos collègues russes ont réalisé 2 opérations de carottage à Ice Memory en 2018. Pour l'instant, les carottes de glace sont stockées à Moscou. Et dès que la cave de stockage sera construite à la station Concordia en Antarctique, on versera ces carottes pour les générations futures en Antarctique. Il faut espérer que la glace reste encore assez longtemps en Antarctique aussi pour préserver cette malgré forme de le patrimoine. malgré le réchauffement climatique, gardons bien en tête les chiffres. Concordia, aujourd'hui, c'est moins 55 degrés de température moyenne annuelle. Au plus chaud de l'été, vous avez moins 20 degrés. Donc malgré même le réchauffement climatique qui commence à toucher l'Antarctique, on est tranquille pour des siècles, voire des millénaires. Vous avez vécu, vous êtes allé là-bas sur le terrain à moins 50 degrés, Stéphane Dugas? Oui, moi j'ai commencé en Sibérie, en Arctique. C'est là qu'il y a eu la révélation de Paul-Émile Victor. J'étais avec un marin d'État qui justement avait marché dans les pas de Paul-Émile Victor sur la calotte glaciaire, Frédéric Chamarwoudet, donc il n'y a pas de hasard, et qui s'attaquait au pôle Nord et qui est tombé à l'eau parce que la banquise, on était en 2002, était déjà assez fine. Donc j'ai découvert l'Arctique dans la Sibérie russe septentrionale, et puis après j'ai eu à cœur de découvrir le Groenland, et puis plus récemment j'ai été en péninsule antarctique. Alors j'ai pas encore eu la chance d'aller ni à Dumont-d'Urville ni à Concordia, ça fait partie des rêves à accomplir, mais j'adore ces univers, et pour avoir beaucoup baroudé, c'est des univers qui vous interpellent, puisque je le disais tout à l'heure, cette vie, cette mort, ce risque, cette beauté, cette fragilité, tout se mélange, et je trouve que c'est une belle symbolique de notre présence terrestre. Stéphane Dignas, j'évoquais les glaciers alpins. En tant que membre du club alpin français, vous les pratiquez tout au long de l'année. Ça inquiète les alpinistes, les montagnards, de voir ce terrain de jeu disparaître? Oui, bien sûr, ça les inquiète parce que c'est un terrain qui fréquente, c'est un terrain d'activité de loisirs, et il y a une sensibilisation qui est faite auprès des adhérents des clubs alpins français en général. Donc, on le voit particulièrement cette année où il fait un peu trop chaud, où il y a eu des problèmes de précipitation de neige. Ça interroge le pratiquant au quotidien qui se demande si son activité de passion, de loisir, il pourra continuer à la pratiquer plus tard. Et ça pose la question aussi de l'adaptation de nos activités, on va dire toute saison. Mais on a une proposition, une palette d'activités, surtout ici au cœur des Alpes, qui permet de satisfaire leurs besoins de montagne à toutes les époques de l'année. Là, on voit des images qui font mal. C'est celle de la mer de glace. Pour ceux qui y vont une fois tous les 10 ans, même une fois tous les 2 ans, on voit à l'œil nu la différence, hein, Jérôme Chapelain. Oui, quand on prend le train du Mont-en-Vert et qu'on descend les marches pour rejoindre la grotte qui est taillée chaque année dans la mer de glace, on voit effectivement les panneaux qui indiquent à quel niveau se situait la mer de glace à l'époque. Donc la mer de glace subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Elle n'est pas protégée par le fait que c'est un plus grand glacier. Je rappelle que ce n'est pas le plus grand glacier français. Hein. Le plus grand glacier français, c'est le glacier Cook, qui est dans l'île Kerguelen, justement une des îles subantarctiques. Vous m'intriguez, je me disais. Et oui, mais peu de gens. Alors ça, pour un quiz, retenez-le, c'est précieux. Le plus grand glacier, c'est le glacier Cook dans l'île de Kerguelen, qui est île française. Donc dans l'hémisphère sud. Tout à fait. Ouais. Bon, cette mer de glace, elle est condamnée à terme. Là, c'est une simulation qui avait été faite de ce que ça pourrait donner dans quelques années. Alors, elle est condamnée pour la langue que l'on connaît, au moins jusqu'au pratiquement au refuge du requin, la rencontre avec le glacier de l'Échaud. C'est la simulation là qu'on voit. Quand on est à des altitudes de l'ordre de 4000 mètres, où là, on a la naissance effectivement de la mer de glace en dessous de l'aiguille du Midi, il y aura encore de la neige, il y aura encore de la glace, même à la fin du XXIe siècle. Mais ce sera quelque part peau de chagrin. Bon, on va quitter la glace pour revenir sur ce que vous évoquiez, la Tahiti, Bora Bora. C'est là-bas que Paul-Émile Victor avait décidé de finir sa carrière, pour quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le froid. Ça aussi, c'était un peu le grand écart. Oui, mais il a réalisé là un rêve d'adolescent. Il dit souvent qu'il a eu 2 rêves, celui d'aller chez les Esquimaux à l'époque du Groenland, et celui de vivre sur une île. Alors il a réalisé ce second rêve polynésien au milieu des années 70.
où, prenant sa retraite, c'est un mot qui ne lui correspond pas très bien, mais officiellement sa retraite de directeur des expéditions polaires françaises, il s'installe avec sa femme Colette, avec son fils Teva, il s'installe à Bora Bora. On voit des magnifiques images, effectivement. C'est vrai que là, c'est plus 55 degrés presque. Mais une retraite active. Vous avez vécu, vous, sur cette île? Oui, j'ai vécu un petit peu sur le Motutane. C'est pas vous, là, en ski nautique, non, hein, c'est son fils Teva. Qui rentrait de l'école. Il était tout jeune, oui, il rentre de l'école sur la grande île. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était un rêve adolescent, effectivement, Stéphane, et c'est la rencontre de sa deuxième épouse, Colette, qui est elle aussi éprise de Polynésie. Ils font ce choix radical au milieu des années 70 d'aller sur un motu, un petit îlot à Bora Bora, et à l'époque, c'est pas du tout une destination touristique très prisée, et ils vont, en tout cas Colette va tout construire sur cet îlot, va tout faire, les bungalows, les pontons, va ratisser, parce que quand on habite sur une île, on a l'image d'une île paradisiaque, mais il y a tout le versant en amont, le ravitaillement, le sauvage, et c'était une île pour les Polynésiens qui était considérée une île un peu maléfique, où il y avait des Tupopaou, des esprits maléfiques qui régnaient, et Victor, en tout cas Paul-Émile et Colette vont en faire un paradis où le Gotha français va venir, puisque les hommes politiques, les hommes médiatiques, Jean-Louis Etienne, Stéphane nous l'a dit tout à l'heure, mais on même a des aussi images de François Mitterrand. François Mitterrand qui sera en souliers vernis, costume cravate, viendra sur le C'est vrai que ça, c'est pas trop la tenue de... Voilà, et Paul-Émile Victor va réussir à le faire venir, à lui glisser des idées sur ce qu'il pense être du monde de demain, sur l'écologie. Et en 91, un cyclone, Vasa, donc on n'est pas encore dans le réchauffement climatique, mais on voit qu'une incidence climatique va tout ravager, et tout ce qu'ont construit Colette et Paul-Émile va être complètement ravagé en 91. Ils vont devoir tout reconstruire, et Paul-Émile Victor en 91, c'est vraiment un peu là, en fin de vie, ça va être dur pour lui de se remettre de ce ravage sur cette île, de toute sa bibliothèque qui a disparu, et toute cette œuvre qu'il a construite. Mais néanmoins, et dans le film, il y a une très belle interview, assez poignante, où il dit que c'est pas la première fois qu'il doit surmonter une épreuve. Il faut pas baisser les bras, et la vie, elle est faite d'épreuves, et il faut toujours y aller. Et ça, il le dit, là, il a 83 ans, donc ça vous montre le caractère du bonhomme. Il est mort là-bas? Il est mort sur cette île? Il est mort, il avait préparé sa mort, figurez-vous, parce qu'il avait préparé sa mort depuis une quinzaine d'années. Il voulait mourir là-bas, il voulait être immergé en haute mer. Immergé, c'est comme sur les bateaux de pirates, c'est-à-dire vous avez votre corps qui est sur une planche de bois et vous basculez dans les eaux translucides du Pacifique. C'est un privilège qui est donné normalement aux marins morts au combat pour des faits d'armes, et lui ne l'avait pas, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen d'être incinéré à Bora Bora et à Tahiti, parce que plein de choses, et surtout parce qu'il y avait le Dumont d'Urville, le bateau ainsi surnommé en hommage à l'explorateur. Il avait réussi par son entre-gens à décider de cette cérémonie d'immersion en haute mer. C'était il y a 25 ans, où son corps a basculé dans les eaux translucides du Pacifique, et j'ai retrouvé plein de témoins de l'époque qui racontent ça. Et puis c'était une cérémonie en blanc, avec plein apparemment de gestes, en tout cas de signes qui sont apparus dans le ciel, dont un cœur, un nuage en forme de cœur. Toujours est-il que Paul-Émile Victor avait pensé jusqu'au bout à sa manière de quitter cette vie terrestre. Une belle sortie finalement pour cet homme. Oui, effectivement, et comme le dit Stéphane, moi quand je suis arrivé là-bas, il m'avait montré une pochette rouge, et il m'avait demandé de l'ouvrir, et à l'intérieur il y avait toute la préparation de ses obsèques. Il avait dessiné son faire-part lui-même, et il voulait que, venant habiter auprès de lui, je sache si ça devait arriver, comment, avec Colette, avec la famille, comment il fallait faire. Tout était vraiment un grand organisateur quand même, bien programmé, bien écrit, très clair. Voilà, on reconnaissait l'esprit scientifique aussi derrière cette préparation minutieuse. Bon, il a laissé un bel héritage, un héritage qui vit toujours. Alors, il y a votre documentaire qui retrace sa vie, il y avait sa biographie, et puis il y a pas très loin de chez nous, dans le Jura, là où il a grandi, un espace qui est ouvert en 2017, Stéphane Dugaz.
C'est l'œuvre de Jean-Christophe, son fils aîné, Jean-Christophe, qui nous a quittés en 2017. Et c'est l'œuvre aussi de Stéphane Niveau, qui était le directeur de ce petit musée Paul-Émile Victor, qui avait été créé par Paul-Émile Victor avec un de ses amis. Et Stéphane Niveau en est devenu le directeur culturel. Et c'est un espace qui s'ouvre à tous les mondes polaires, à tous les univers des mondes polaires, aux sciences, à la glaciologie, aux sciences humaines, à des expositions complètement incroyables. Et surtout, ça a été un projet qui a été fait pour faire perdurer l'œuvre de Paul-Émile Victor et pas seulement rester sur Paul-Émile Victor uniquement, mais rester sur un petit peu tout ce que ces univers polaires nous permettent de comprendre sur la vie là-haut ou en bas et sur notre vie ici. On l'a vu en parlant des glaces, mais en parlant aussi de ces humains, en tout cas, qui vivent en Arctique. Et c'est vraiment un endroit qui est fait pour les plus jeunes, les moins jeunes, pour tout le monde. Et on a vraiment, en tout cas, dans cette architecture très, très blanche et très épurée, des réminiscences arctiques et antarctiques qui ont vu les passions polaires à fond. Voilà, l'espace des mondes polaires à découvrir dans le Jura après Manon. Je crois que vous y êtes allé avec quelques membres du CAF pour préparer la soirée que vous avez consacrée à Paul-Émile Victor. Oui, au mois de janvier, on a fait un week-end multi-activités dans le Jura. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Oui, il manquait un petit peu de neige. Alors, on est allé passer une après-midi à l'espace des mondes polaires et qui était une préfiguration de la soirée qu'on a proposée à Grenoble. Eh ben merci en tout cas à tous les trois d'être venus, d'amener un petit peu de fraîcheur sur ce plateau, hein, moins 20, moins 55, moi ça me va bien avec ma petite laine. La tradition dans Grand Air, c'est de se quitter avec de belles images. Eh bien, celle que l'on va voir n'aurait pas déplu à Paul-Émile Victor, hein, qui a traversé les Alpes en chien de traîneau. Là, on voit des images de la plus grande course en Europe. Hein, elle se déroule chaque année entre Savoie et Mont-Blanc. C'est la Grande Odyssée. La 16e édition a eu lieu du 11 au 22 janvier. Et a emmené une cinquantaine d'attelages internationaux à travers des paysages qui n'ont rien à envier aux régions polaires. À très vite pour d'autres aventures. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.